Merci à ceux qui sont restés et à ceux qui nous ont rejoints pour les travaux de cette journée, consacrée donc au bilan d'activité du CPD sur des questions liées à la psychanalyse et notamment au rapport entre inconscient, idéologie et histoire. Ce matin, on a parlé surtout du rapport entre inconscient et idéologie avec des auteurs comme Mannheim, Blumenberg ou Althusser. Cet après-midi, on a une section un peu plus costaud sur inconscient et histoire. Je vais ouvrir cette section, je vais faire un mot d'introduction. Et ensuite, on va passer donc à deux tandems. Un premier centré sur les travaux de Judith Butler, qu'assureront Céline et Norman. Et puis ensuite, après une pause, à une deuxième section, donc assurée par Maxime et par Oleg, autour des questions liées au corps et au dispositif telles qu'elles peuvent être abordées à partir de Foucault et de Deleuze. Pour introduire donc cet après-midi, je vais partir moi d'une ligne de recherche qui a été la mienne pendant l'atelier CPDR de cette année, ligne qui s'est beaucoup cristallisée autour d'un certain freudisme que j'ai pris moi à un niveau très basique, on va pouvoir dire, au sens où j'ai beaucoup travaillé des auteurs qui étaient les premiers disciples de Freud ou qui étaient les contemporains de Freud, donc des gens qui l'ont connu, qui développaient un peu comme ça en marche des choses qui étaient proposées. Et parmi ces auteurs-là, il y a notamment Sándor Ferenczi, qu'on a travaillé en séance, pendant la deuxième ou la troisième séance de l'atelier. Et puis, il y a, maintenant plus récemment pour moi, Lou Andreas Salomé, sur la question du narcissisme. Aujourd'hui, je vais dire deux mots un peu là-dessus. Mais pour introduire tout ça, il faut déjà que je commence à respirer. Et puis, je vais revenir à une question qui était la nôtre en fin de travaux de la matinée, qui était celle du clivage. Alors, cette figure de la subjectivité clivée a hanté en quelque sorte l'atelier de cette année pour nous. C'est une espèce de noyau des questions qui relient l'inconscient, l'idéologie et l'histoire. Alors, pour ma part, j'ai interrogé ce qui a été nommé par Freud et travaillé par Ferenczi sous le nom du clivage narcissique. Clivage narcissique qu'on a théorisé surtout dans le cadre des recherches menées autour du traumatisme en psychanalyse. Donc traumatisme, question du traumatisme qui concerne surtout ce rapport entre l'inconscient et l'histoire, la manière dont l'histoire peut venir poser problème au sein d'une certaine théorie de l'inconscient. Alors le travail clinique et théorique de Sándor Ferenczi, que vous connaissez peut-être, c'est je crois un peu une étoile montante de cet ancien freudisme-là, très étrange pour beaucoup d'aspects aujourd'hui à nos yeux. Mais en tout cas, ce travail-là qui, moi, m'a beaucoup interpellée, permet de penser ce rapport donc, entre inconscient et histoire dans le sillage de la théorie freudienne, en mettant en avant un inconscient qui ne relève pas que du refoulement, qui ne se constitue donc pas que par ce biais-là, mais aussi de reliquats d'expérience qui dépassent la sphère d'effectuation de la subjectivité. En un mot, c'est la phylogénèse qui est convoquée ici pour rendre compte d'un processus psychanalytique qui interroge bien au-delà de la commotion psychique et des blocages subjectifs, jusqu'à ce que Ferenczi appelle, dans ses tout derniers travaux, un état de passivité dépourvu de résistance, pour lequel donc la question de la résistance et de la répétition ne saurait pas tout résoudre et tout ouvrir. Alors comment faut-il comprendre cette histoire à l'œuvre dans cet inconscient ainsi élargi, à un héritage latent que nous partageons avec les vivants qui nous ont précédés et dont notre psychisme porte les traces avant toute manifestation, avant tout événement, si vous voulez. Alors avant d'avancer plus sur la piste ouverte par cette question, j'aimerais invoquer une critique qui a été apportée à la psychanalyse par Ernst Bloch dans le principe espérance. Alors Bloch dit très rapidement qu'il y a un véritable danger qui plane sur toute cette théorie psychanalytique qui exploite beaucoup le filon donc, de l'histoire au sein de l'inconscient. Pourquoi ? Parce que on est là dans le danger de proposer un concept d'inconscient qui n'est fait que d'une suite de régressions
vers un état de latence dont ne surgirait en fin de compte rien de nouveau. C'est la critique donc, qui apparaît dans le premier tome du Principe Espérance, à la page 74. Vous pouvez trouver tout un développement autour de cette question-là, qui vise, il est vrai, plutôt des auteurs comme Jung, mais qui peut, je crois, s'appliquer jusqu'à un certain point également à Ferenczi. Pour Bloch, il faudrait passer à autre chose, il faudrait passer à une théorie de l'inconscient compris comme non encore conscient, porteur donc non seulement de régression mais aussi de progression et d'émancipation. Et par ce biais, l'inconscient serait davantage rapproché de la possibilité de la nouveauté plutôt que de l'histoire des sédimentations latentes. Alors, comment concilier ces deux inconscients-là, donc celui qui est plus fondé dans des sédimentations passées, celui de la latence, si vous voulez, avec un inconscient, lui, fait de progression. C'est plutôt la latence de l'autre côté à venir, comme dit Bloch, le non encore devenu, le non encore exprimé, qui devrait faire l'objet de nos recherches. Donc c'est une question qui pour moi est venue assez tard en fait, après avoir travaillé comme ça tout au long de l'année. C'est au mois de juin qu'elle a surgi. Je n'ai pas véritablement encore de réponse ou des choses très massives à proposer par rapport à ça. Mais je crois qu'il est intéressant, en essayant de répondre à cette question de Bloch, de revenir à la signification du clivage narcissique, thématisé par Ferenczi, clivage par lequel l'individu se sépare d'une partie de lui-même, qu'il met pour ainsi dire à l'abri, dans une zone inaccessible à la conscience, afin de pouvoir s'engager dans un devenir propre davantage spécifié. Alors on peut y voir l'origine tout simplement de l'inconscient. Il y aurait peut-être rien d'autre dans cette mise à l'écart de soi que l'origine d'un inconscient refoulé. Mais à vrai dire, il n'y a clivage de la subjectivité que lorsque de cet inconscient, rien ne peut être récupéré par l'analyse. C'est un inconscient donc qui fait véritablement problème parce qu'il refuse de se manifester. C'est, si vous voulez, l'inconscient amential thématisé par Christophe Dejour. C'est un inconscient corporel que les poussées psychotiques laissent davantage apparaître que le fonctionnement névrotique, par exemple. Alors, par-delà la réaction spécifique à un traumatisme donné, ce qui est en jeu, et Butler, je crois le remarque également dans ses lectures de la psychanalyse, est le rapport entre le propre et l'étranger. C'est le problème, en fin de compte, d'un propre de l'humain, de ne pouvoir se constituer, se construire, sans rejeter une partie de lui-même comme étrangère, quitte à la voir revenir plus tard, au moment venu, sous d'autres formes forcément méconnaissables, mais qui tirent néanmoins leur efficacité de cette ancienne, trop ancienne histoire qu'elles partagent avec le moi dont elles avaient été auparavant mises à l'écart. C'est là le grand motif psychanalytique des revenants qui a fait l'objet d'un de nos ateliers. Donc le grand motif des revenants qui sortent, pour ainsi dire, et pour citer Lou Salomé, qui sortent du cercueil du passé pour semer l'effroi. Donc le grand motif des fantômes, dont le statut dans l'histoire du psychisme est difficile à établir, de même qu'est difficile à expliquer la deuxième vie dont ils s'animent dans certaines circonstances traumatiques ou semblables à des traumatismes. Alors pourquoi ? Parce que ces fantômes sont de nous, mais aussi des autres, légués subrepticement au cours d'échanges dont il faut penser la dimension symptomale de contamination. Ce qui veut dire que nous souffrons de notre mal à nous, ancienne forme de vie dont nous sommes donc débarrassés et qui nous reviennent, mais aussi du mal des autres, eux-mêmes hantés par leurs fantômes, toujours prêts à généreusement se partager. Alors il apparaît que cette séparation d'avec soi, afin de pouvoir s'accueillir ensuite comme étranger, a deux grandes significations. La première, celle qu'on invoque le plus souvent, concerne le développement du moi et sa capacité de se constituer en faisant face à la dure épreuve d'un réel qui n'est pas fait à sa mesure, mais à la mesure duquel il se fait, pour ainsi dire malgré lui, mais avec la persévérance que lui donne un amour de soi identifié à la vie, à la seule vie possible qui lui soit propre, à la seule vie propre donc, qui lui soit possible. La deuxième signification du clivage narcissique concerne les tendances régressives de ce moi, toujours en voie de constitution, par lesquelles, tout en persévérant dans son être, il cherche toujours, malgré lui, à retrouver des états anciens, où sa séparation d'avec ce qui n'est pas lui était moins marquée, voire inexistante. Alors le malgré soi, on se construit malgré soi et puis on régresse malgré soi,
n'a pas ici exactement la même signification. Dans le premier cas, c'est un malgré soi à cause du réel, pour ainsi dire, et il signifie l'adaptabilité. Dans le deuxième cas, c'est un malgré soi à cause du fantasme, et il signifie, le plus souvent, l'autodestruction. Nous avons donc affaire avec deux figures de l'altérité et de l'aliénation. Une altérité qui oblige et une altérité qui attire, dont le potentiel négateur de l'individualité est inversement proportionnel aux efforts exigés d'elle, la passivité la plus totale étant la condition d'une rencontre de cette altérité qui revient et face à laquelle l'individualité se dissout. Amour téléologique de soi versus amour régressif du non-moi se dispute dès lors le terrain du narcissisme, dont l'ambivalence foncière est à souligner. Dans le premier cas, il s'agit de ce soi qu'on cherche à être, dont l'identité est fondée dans une connivence avec un réel qui lui échappe, souvent suppléé par un réel idéalisé, pris en charge par un moi idéalisé, idéal du moi ou surmoi. Puis dans le deuxième cas, on a plutôt affaire à une nostalgie des origines, nostalgie d'un état pré-moïque où la conscience rêve de se perdre. Cependant, le noyau de la destruction de soi n'est pas là où l'on pourrait s'attendre à le trouver, puisque, d'une part, adaptabilité ne signifie pas nécessairement accomplissement de soi, comme vous l'aurez deviné. Les psychanalystes ayant travaillé sur le narcissisme soulignent que le gain progressif de conscience que nous associons à l'acceptation de la réalité a un prix, parfois très lourd, puisque pour nous y engager, nous renonçons à l'accès à une réalité indivisible qui était la nôtre avant que l'on se pose comme conscience distincte. La mise à l'écart des parties de soi, pour ainsi dire inadaptées, ces reliques inutiles que nous traînons sans pouvoir jamais nous en débarrasser totalement, revêt la signification d'un abandon de ce soi autre, non encore séparé de son milieu, pris dans ce que l'on a appelé l'expérience primordiale de la participation au tout. Donc d'une part, il y a cela, adaptabilité ne signifie pas accomplissement de soi, au contraire, c'est la renonciation à quelque chose qui est peut-être autrement épanouissant. Puis d'autre part, ce qui se présente sous les espèces de la régression ne relève pas d'une simple entreprise de destruction, mais d'une tentative de retrouver une réserve libidinale d'avant tout investissement objectal. Autrement dit, cet usage du clivage narcissique tend à effacer le clivage même, en puisant dans un réservoir caché du psychisme où il n'y a pas encore de différenciation entre sujet et monde. Cette absence de différenciation a une double signification. D'une part, c'est un état d'absolue passivité où le moi n'a pas fixé ses marques ou ses limites, où il est prêt à se dissoudre en renonçant à soi-même tel qu'il se connaît depuis son histoire consciente. D'autre part, c'est un état d'absolue, inégalable puissance. C'est la toute-puissance de la pensée que Ferenczi décrivait comme un état magique, la toute-puissance de la pensée du petit bébé, par exemple, qui obtient toujours ce qu'il veut, qui a même ce qu'il veut avant même de pouvoir véritablement le désirer. Donc un état de toute puissance où le moi s'impose à tout prix contre toute chose qui pourrait ne pas correspondre à ses attentes, où au lieu de s'adapter aux circonstances, à l'instar du moi adulte, il oblige les circonstances à s'adapter à lui. Le narcissique désigne dès lors le lieu des rechutes et des régressions, mais aussi l'énergie créatrice que le moi retrouve en se niant. C'est ainsi la source de nos démesures, tant sur le plan des pulsions que sur le plan de la morale. Et vous avez chez Lou Andrea Salomé tout un tas de développements sur la religion et la morale qui seraient ancrés dans leur caractère inconditionnel, toujours dans ce réservoir narcissique du moi. Désignons non pas simplement l'amour égoïque de ce moi que nous sommes ou que nous voudrions être, mais le point où le soi se tourne en son contraire pour retrouver un tout originaire régénérateur. Le narcissique désignerait dès lors une espèce de substrat primitif que toute analyse devrait atteindre pour être l'occasion d'une régénération psychique. Alors voilà pour les quelques jalons concernant cette question qui est par ailleurs immense et qui devrait être travaillée beaucoup plus en finesse. Pour finir, deux considérations, une qui concerne la déception et la désillusion, une question qui moi me tient beaucoup à cœur, et puis une qui concerne les pathologies du narcissisme, très rapidement pour faire le lien avec, je crois, avec ce qui va suivre. Donc pour ce qui est de la déception,
qui, vous savez, qui décrit en fait tout simplement l'épreuve du réel, eh bien cette déception intervient ici à deux niveaux. C'est tout d'abord la déception qui vient corriger la toute-puissance hallucinatoire de la pensée infantile, qui découvre ses limites devant un réel qui éprouve, et qui la pousse à consolider sa position de moi. Et puis c'est ensuite une autre déception que moi j'aimerais explorer davantage, c'est une espèce de déception coupable, pour ainsi dire plus profonde, voire plus authentique, où, et je cite encore Lou Salomé, nous ne nous opposons pas en pharisiens ou en mendiants comme à quelque chose d'autre, mais dont nous sommes blessés dans un lien originaire qui survit narcissiquement. C'est comme si finalement, dans ce qui nous déçoit et nous désillusionne, on prendrait en charge aussi une part de soi laissée de côté, qui revient dans sa survie narcissique. Par-delà l'affirmation du moi, il y aurait donc une survie insoupçonnée de ce soi que nous avons été contraints d'abandonner, qu'il s'agit d'assumer comme altérité endogène, ou je ne sais pas trop comme quoi, dont la fonction n'est pas en tout cas uniquement de clore la sphère de la subjectivité face aux intrusions extérieures, mais par laquelle, au contraire, s'ouvre une brèche d'accueil de l'altérité, notamment de cette altérité précisément qui se présente sous les espèces du rejetable, du déroutant, du méprisable, cette altérité qui n'est pas autre que celle du fou, de l'étranger, du délinquant. Une autre considération concernant les pathologies du narcissisme, là je vais être très très brève, il y aurait deux grandes directions donc du narcissisme qui présentent chacune ses pathologies spécifiques qui se rejoignent par ailleurs sur certains aspects. Dans la première direction, une identification forcenée avec les objets aimés, désirés, finit par entraîner, lors des pertes et des séparations, une introjection dont le but est de nier la séparation réelle, voire la possibilité même de toute séparation. Dans la deuxième direction, la direction régressive du narcissisme, on a affaire plutôt aux retrouvailles avec les revenants, donc, qui hantent ou piègent l'individualisation en la confondant avec des formes plus ou moins étranges d'altérité, formes hybrides, errant dans les partages des esprits et des corps, rejetées afin de pouvoir être plus passionnément aimées, acceptées afin de pouvoir être mieux redoutées. Donc voici là quelques éléments pour un questionnement possible qu'on pourrait peut-être développer aujourd'hui. Et sur ce, je donne directement la parole à Norman et à Céline et on pourra faire une discussion, si vous voulez, après leur intervention.